effectivement, on comprend bien que la data est l'essence même pour réajuster et personnaliser toute cette relation cross-canal. Euh, Peut-être que le Graal, c'est la fameuse learning machine qui va permettre en temps réel d'aller alimenter et encore plus préciser tout ce qu'on peut faire, ou cette relation one-to-one vers laquelle on veut tendre. Est-ce que pour autant on a fait le tour de cette relation? Est-ce qu'il y a encore des freins à lever? On a parlé un peu des réseaux sociaux avec les exemples de la Chine en l'occurrence. Vous êtes, on l'a vu, très présent aussi sur les réseaux sociaux. Je pense que vous disiez bien entendu et Terre d'aventure sur peut-être des profils plus... voilà. Alors où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qui reste en fait à faire autour de la data et autour de cette relation one-to-one? Alors, je pense qu'il reste des années-lumière de choses à faire déjà. Parce qu'on n'est pas, finalement, d'abord, on a un sujet technologique, donc d'avoir les bons outils, le temps réel, de pouvoir exploiter cette data en temps réel, de la réconcilier, être sûr. Florence parlait du taux d'identification. Moi, je rêverais d'avoir un ID client unique en multi-device, et comme ça, je serais sûre de ce qu'on fait et on pourrait aller beaucoup plus vite. Donc tout ça, c'est, on va dire, technologique. On sait qu'on a énormément, le multi-device n'est pas terminé, on va vers la télé connectée, la radio connectée, les Apple Watch, les je sais pas quoi, etc. Donc tout ça, votre frigidaire, votre voiture, en tout cas sur les dimensions de e-commerce, comment après ces interactions-là finalement nous donnent d'autres informations sur nos clients et nous aideront demain à leur proposer une expérience shopping différente. Et puis ensuite, il reste les organisations. On en parlait assez rapidement. Alors, il y a des entreprises, comme disait Charles le disait, qui sont des entreprises tech et qui sont construites comme ça, autour de ça finalement, et de cette valeur data. Et puis, il y a des gens comme nous ou d'autres, où le métier de départ est autre. Et donc, ça nécessite quand même une remise en question profonde des organisations, des façons de travailler. Ce qu'on a fait, nous, depuis quelques mois déjà, on a complètement désiloté les organisations et les responsables sont des responsables plurimédia. Donc déjà, on n'est plus traditionnel et digital. Finalement, il y a plein d'acteurs qui sont encore séparés. Donc nous, ça nous apparaît évident. Ça fait déjà 18 mois qu'on travaille comme ça. Et ça change complètement, finalement, la façon même d'investir en médias et les équipes pensent différemment. Donc il y a aussi ce côté de changement de culture qui est très important. Pour vous, Eric, alors est-ce qu'il y a des choses qui doivent changer encore pour être encore plus proche du client? Nous, il faut qu'on puisse encore plus être capable d'utiliser les données des réseaux sociaux. Ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, on a des millions d'informations qui peuvent provenir des comportements des internautes sur les réseaux sociaux et pouvoir les corréler avec ces données qu'on a en interne. Donc là, je pense qu'on a effectivement des millions de choses encore à faire. Cependant, moi, je dirais quand même que devant cette masse de data et devant ces millions de données, nous, notre objectif, c'est aussi de garder un lien humain, comme je le disais tout à l'heure, qui est extrêmement important. Alors, on est dans des domaines qui sont différents, on est dans des paniers moyens qui sont aussi certainement différents, des cycles d'achat qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais vous voyez, on constate, nous, dans le domaine du voyage, en tout cas sur notre activité, que la croissance de l'achat sur Internet a fortement augmenté depuis 10 ans, mais commence à se stabiliser. Voilà. Pourquoi? Parce que la relation humaine continue à être un élément essentiel du cycle d'achat et de l'envie d'achat, en tout cas, de nos clients. Et la recommandation, le conseil, l'explication de ce qui va se passer sur place est essentiel. Je pense que ça va être un peu pareil d'ailleurs dans le domaine de l'optique. Justement, dites-nous. C'est intéressant ce que vous dites, je trouve, sur l'humain. Et moi, je constate que la spontanéité de la relation est extrêmement importante et en fait que le technique est allé plus vite que ce que savent faire nos équipes. Finalement, très souvent, on est dépassé en fait par dépassé par tout ce qu'on a mis en place. Mais tout est tellement processé, tout est tellement segmenté, tout est tellement qu'on en oublie presque la relation humaine avec finalement ce qu'on a en face de nous, qui est un client. J'ai un exemple très marrant, on a envoyé, donc on a vraiment maintenant des bases qui sont segmentées, sous-segmentées, archi-segmentées, et donc on shoot un email sur des clients qui sont plutôt des clients qu'on n'a pas vus depuis longtemps, avec un titre d'email qui dit « on ne va pas se quitter comme ça ». Le mail part
par erreur, on shoot l'email sur tous les gens qui viennent d'acheter, entre 0 et 3 mois. Donc forcément, en fait, on est tellement siloté par la technique, je shoot celui-ci, qu'on se retrouve face à des équipes qui disent « Ah, qu'est-ce que je fais ?» Et face à un client qui a répondu, mais de manière ultra massive, qui a réagi de manière, mais si on avait des taux de retour comme ça sur nos emails, juste en disant « Mais attendez… Et violente en plus. Et très violente, en disant « Mais attendez… vous êtes mignons, vous segmentez sur segmentez, mais aujourd'hui, juste, je viens d'acheter chez vous, je suis votre client, on a conversé ensemble il y a 1 mois et demi, et vous me dites, on ne va pas se quitter comme ça. » Et donc, la violence de la réaction est à l'image aussi de ce qu'on sait faire aujourd'hui en technique. Et je pense que ça, c'est peut-être quelque chose que les entreprises doivent apprendre maintenant, qui est de reprendre le pouvoir, en tout cas, ou de ne pas oublier que derrière tout ce qu'on est en train de faire, il y a avant tout une relation humaine et une relation entre un client et une marque, et qu'il ne faut pas se réfugier trop derrière tout ce qu'on met en place d'un point de vue technique. Et cet exemple-là était vraiment très éloquent, les gens étaient tétanisés. Qu'est-ce que je fais ? Ce que tu fais, juste, on va s'excuser, on va appeler les clients et leur dire on s'est trompé. Il faut t'avouer, demi-pardonner déjà. Tout à fait. Voilà. Et pour Deezer, Charles, là, il n'y a pas de relation humaine directe, en revanche, avec un service… Ah si. Pour le coup, en fait, moi je m'occupe aussi du service client et des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, les gens y réagissent tout de suite. C'est vrai. Et puis tout le monde le sait. Donc là, on est… pour le coup, Deezer sur les réseaux sociaux, on a pris la décision d'en faire un axe vraiment de construction de marque et de comment dire, animer notre communauté, les faire rire, les 5 minutes qui vont passer sur Facebook ou Twitter à un moment dans la journée, quand ils voient quelque chose de Deezer, ils se disent « Ah bah tiens, ils sont marrants » ou « Tiens, je vais participer », qui est vraiment une forme d'engagement. Et donc, il y a vraiment un côté humain, puisqu'on a des community managers dans la plupart des gros pays. C'est piloté depuis Paris, mais on a des gens à Londres, on a des gens à Berlin, on en a aux États-Unis, enfin il y en a un peu partout. Et donc les gens répondent en temps réel. Et puis on retweet des choses quand un utilisateur met un truc sympa sur Deezer, on va le retweeter. Il y a vraiment une dimension humaine très très forte sur les réseaux sociaux. Il y en a une aussi très forte sur le service client, parce que le service client c'est quand même avant tout des utilisateurs qui ne sont pas contents pour X ou Y raison. Et donc on a des équipes à Paris, à Londres, aux États-Unis, au Brésil, et qui sont toute la journée à répondre aux utilisateurs, aujourd'hui principalement par email. On va ouvrir, vous parliez du chat, on va ouvrir le chat parce que dans certains cas de figure, l'email est encore une barrière trop forte. C'est-à-dire que si vous avez un problème vous ne trouvez pas votre mot de passe et puis vous n'avez pas envie de chercher dans la foire aux questions comment réinitialiser votre mot de passe, vous créez un ticket, ce n'est pas très grave qu'on vous réponde par email. Par contre, vous avez été prélevé 2 fois. Il y a un problème qui est vraiment où on touche quelque chose de très sensible. Là, le chat a clairement une dimension supérieure parce que vous êtes en temps réel et l'utilisateur se sent écouté. Et c'est vraiment très important. Et il y a, dans ce que vous disiez tous, quelque chose de très, très, très marrant, c'est que souvent, mes équipes, on est un peu les défenseurs des utilisateurs et les représentants des utilisateurs au sein de l'entité Deezer. Et parfois, on doit réexpliquer aux gens, effectivement. Avec les vrais gens, quoi. C'est juste de dire, il faut arrêter de faire, parfois, je dis, heureusement ça n'arrive pas souvent, mais parfois on leur dit, prenez juste un peu de recul, dites-vous, vous êtes plus de Deezer, derrière il y a un utilisateur, est-ce que vous pensez que si on lui pousse ça, il va trouver ça intéressant ? Et c'est un peu c'est vraiment une course de fond. Et c'est régulièrement de faire une petite piqûre de rappel pour vraiment dire qu'il y a de l'humain derrière. Et on a beau être tout le temps dans la donnée, et regarder la donnée, se concentrer sur la donnée. Mais effectivement, si on perd à l'esprit que derrière, il y a quelqu'un qui utilise tous les jours, moi, quand je vais dans le métro ou dans le bus et que je vois quelqu'un qui est sur Deezer, je me dis tiens, c'est quelqu'un à qui je parle et tout ça. Et je le vois concrètement. Et c'est pas juste nous, les 300 et quelques personnes à Paris qui travaillent sur Deezer. Il y a vraiment il y a un côté humain qu'il ne faut jamais oublier. Merci beaucoup pour ces 4 témoignages et je vous donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle émission. Merci. Merci.